Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Citation de Monsieur Bayrou. Certes, nous avons l'impression d'être en paix, mais nous sommes en guerre. Oui, une guerre que l'on peut qualifier d'asymptomatique. Bah oui, tout pareil que la grippe du Covid. Vous êtes malade, mais sans les symptômes. Un discours bien rodé, mais ne fonctionnons pas, ou plus sur les personnes avisées que nous sommes, évidemment. Bonsoir à vous, et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil National de Transition Français, canal historique. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à vous, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Soyez les bienvenus, on démarre maintenant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, à tous, à toutes, et merci pour la bonne humeur. Alors, est-ce qu'on est en guerre, pas en guerre? D'après Monsieur Macron, il y a quelques années déjà, on l'est, hein. Par contre, on n'a pas vu de canon encore fonctionner, en tout cas sur le territoire français, donc apparemment on n'est pas agressé, mais ça n'est qu'une apparence. Je ne veux pas inquiéter ceux qui nous écoutent, mais les guerres peuvent se dérouler de plusieurs façons, avec des technologies qui nous échappent, qui ne nous sont pas forcément connues à nous tous. Et l'armée est spécialiste des moyens techniques nouveaux dès lors qu'il y a une guerre nouvelle. Donc attendons-nous à plein de choses. Et puis la guerre, elle se passe pas forcément que sur le terrain plat ou sur la mer, elle se passe aussi dessous. Alors ça, dessous, c'est compliqué parce qu'on n'y a pas accès et on ne sait pas faire de bilan et on n'a pas de visibilité, on n'a pas de reportage en quelque sorte là-dessus. Voilà, donc sommes-nous encore en guerre? C'est ce qui est étonnant, c'est que Monsieur Bayrou relance les choses en disant nous sommes en guerre, alors que ça a déjà été dit. Merci, on avait entendu déjà. Alors on était en guerre autrefois contre un virus qui n'existe pas, en tout cas qui n'a pas été isolé, qu'on n'a jamais vu sous un stéthoscope, un microscope, excusez-moi. Ouais. Un microscope, et donc c'était ça la guerre. Maintenant c'est une autre guerre. Alors effectivement il y a la fameuse guerre, des frontières, enfin des droits de douane, j'arrive, des tarifs, comme on dit en anglais. Guerre des tarifs dont on nous occupe les écrans et la radio matin, midi et soir, parce qu'ils n'ont peut-être plus grand-chose à dire. Mais là-dessus, on va revenir. Hein, on va revenir. Moi, ce que je voudrais évoquer surtout en préalable, c'est un anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes un jour anniversaire que je souhaite mettre en face de tout le monde, parce qu'il y a du sens derrière ça. C'est le 14 avril 1912 qu'a coulé le Titanic. Et nous sommes le 14 avril 2025, ça fait donc 113 ans, si mes calculs sont bons, que le Titanic a été coulé par le fond. On n'a jamais très bien compris pourquoi ni comment, sur une mer d'huile qui plus est, comme si la Terre avait refusé de se porter complice de cet attentat. Alors certains disent un attentat, hein. Il y en a qui disent que c'est l'iceberg, mais c'est vrai que les conditions maritimes étaient tellement favorables à une traversée sans problème qu'on n'a toujours pas compris comment ce bateau qui était réputé insubmersible avait pu être coulé. Donc il faut quand même se poser les bonnes questions. D'autres personnes l'ont fait avant moi, avant nous, et ont apporté des réponses. Voilà, il se trouve que dans les personnes qui sont mortes dans cet échouage, dans cette affreuse aventure maritime, eh bien, parmi les personnes qui en sont mortes, il y avait notamment des sommités de la banque qui étaient parfaitement au courant qu'il ne fallait pas créer l'équivalent de ce qui sera la Fed un an plus tard, à la Réserve fédérale américaine, et qui étaient partis pour voter contre, évidemment, qui avait pour ça des bonnes raisons, et qui avait anticipé les dangerosités de cette proposition. Eh bien voilà, donc on leur a fait le coup de la fête au village et pendant laquelle on les a tout simplement noyés, quoi, voilà, en plein milieu de l'Atlantique. Eux et d'autres, bien sûr. Hein. Mais voilà, alors ça fait partie non pas de la légende, mais ça fait partie de la version B de la raison de la noyade, en tout cas de l'échouage du Titanic. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de retour des choses, puisque les mêmes qui ont souhaité la mort de ces personnes et qui l'ont mise en scène, aujourd'hui sont dans une situation délicate, c'est-à-dire que la Réserve fédérale est quasiment détruite, quoi. Hein, voilà. 113 ans plus tard quand même, hein. Mais elle est mal en point, et ce qui se passe sur la planète avec des armées physiques ou des armées d'autres natures, on ne sait pas vraiment, eh bien c'est bien au-delà de la guerre des tarifs, c'est bien au-delà de ça. En tout cas, c'est ce que nous entendons à gauche à droite. Je dirais que effectivement jusqu'à maintenant nous sommes dans la croyance, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire à tout ça, toutes ces solutions-là.
En revanche, on va bientôt être dans l'incertitude, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Donc s'il y a, oui, oui Bruno. Oui, Philippe, je voulais dire aussi qu'il y a une guerre qui est plus qu'évidente actuellement, mais dont on parle peu parce que dans les médias officiels, on ne veut pas en parler. C'est la guerre des peuples contre la tyrannie du mondialisme, contre l'État profond, contre tout ce que Trump lui-même a dénoncé, et ainsi que Poutine, c'est-à-dire la domination, notamment au niveau de Bruxelles pour l'Europe, la domination d'un État profond formé d'un certain nombre de personnes qui sont à la tête de différentes grandes banques et aussi donc de certains organismes comme le Forum de Davos et autres, qui avaient pour but de mettre en esclavage les peuples au niveau mondial. Donc ça, c'est en train de bouger actuellement et il y a une guerre justement des peuples qui prennent conscience de tout ça contre ce système qui était en train de nous opprimer et qui est effectivement en train d'avoir beaucoup de plomb dans l'aile actuellement. Alors, comme dans toute guerre, la difficulté première, c'est d'identifier l'ennemi, quoi. Et pour l'instant, à mon sens, il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère nous dire que si jamais des extraterrestres décidaient de descendre sur notre planète, eh bien, ce serait pour nous zigouiller. Donc, on a par avance très peur de ce qui vient du ciel. La vérité, à mon sens, est ailleurs. Je suis pas le seul à le penser. Évidemment, je m'appuie sur d'autres faits, d'autres témoignages, etc. Et donc, non, c'est pas ça l'ennemi. L'ennemi, il est à l'intérieur et depuis longtemps. Il est chez nous et depuis longtemps. L'ennemi, c'est celui qui veut nous réduire à 500 millions au lieu de 8 milliards. Et qui a parlé pour ça. Il est là, l'ennemi. Hein. Voilà. Donc, ce sont ces gens qui sont en train de se faire arrêter les uns après les autres par les armées de Monsieur Trump, effectivement. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ma foi, c'est que rien n'est gagné, mais que la fin est proche pour tous ceux qui nous ont dominés pendant plus de 2000 ans. Oui, plus de 2000 ans, et qui ont fait de nous des esclaves, tout simplement des esclaves. Voilà. Alors, c'est peut-être le moment d'introduire le sujet à ce moment-là. Ah, je crois pas. Jean-Pierre a levé la main, et comme nous sommes en démocratie, eh bien, il faut respecter le temps de parole. Jean-Pierre, c'est à toi, si tu le veux bien. Allez, Jean-Pierre, lève la main. Bonjour à tous et merci. Et pardon de ne pas avoir ma caméra. Oui, alors en fait, j'ai presque regretté de lever la main parce que je crois que le titre va révéler que certaines personnes croient que nous sommes en guerre et que la paix progresse de partout sur Terre. Merci d'avoir entendu et je vous laisse énoncer le titre. Bien, c'est gentil. Le titre de ce soir, la réflexion que nous allons porter, eh bien, à savoir si le progrès va servir l'humanité. Mais dans l'immédiat, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder l'actualité en images. L'actualité en images, c'est un petit reportage sur Monsieur Georgescu en Roumanie. Et bien sûr, ils veulent lancer la troisième guerre mondiale depuis la Roumanie. Avec cette situation, ils peuvent impliquer toute l'Europe et les États-Unis. Ils ont donc intérêt à la guerre. Ils sont intervenus dans les élections et ont tout simplement dicté ce que le système devait faire. Tout le monde est au courant de cette situation, y compris le président Macron et Maia Sandu de Moldavie. Mais le plus influent dans cette affaire, c'était le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et bien sûr, ils veulent lancer la troisième guerre mondiale depuis la Roumanie. Avec cette situation, ils peuvent impliquer toute l'Europe et les États-Unis. Ils ont donc intérêt à la guerre. Laissez-moi vous expliquer la situation. La Roumanie est un portail-clé. Elle peut soit bloquer l'entrée dans la guerre, soit l'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'elle partage la plus longue frontière avec l'Ukraine. On parle d'environ 380 miles, soit environ 611 km uniquement pour la Roumanie. En comparaison, la Pologne a environ 330 miles, 531 km, et la Hongrie, 80 miles, 129 km. Géographiquement, c'est donc extrêmement important. Encore une fois, la Roumanie a la plus grande frontière avec l'Ukraine. Et dans cette situation, la Roumanie est un atout pour l'Union européenne et pour Macron, pour déclencher la guerre. L'actualité en images que vous venons de regarder avec Monsieur Georgescu, un monsieur que l'on voit rarement, Georgescu, la Roumanie. La Roumanie, c'est un pays qui a souffert au niveau des élections, puisque Monsieur Georgescu était donné comme le candidat futur gagnant de ces élections-là, mais en fait, il a été jugé trop pro-russe par l'Occident, en l'occurrence Bruxelles. Et donc, on a annulé les élections pour mettre à sa place, d'ailleurs, in fine, un monsieur qui est beaucoup plus conciliant et souple vis-à-vis de Bruxelles. Comme par hasard. Et donc voilà, donc c'est la démocratie à la manière de Madame von der Leyen.
Donc c'est pas une démocratie du tout, évidemment. Donc et les dangers dans tout ça, bien sûr, c'est d'avoir laissé la porte ouverte pour que l'Europe, donc de Bruxelles, puisse à tout moment intervenir en Roumanie pourquoi pas, pour programmer une guerre qui sera pas immédiate, puisque ce n'est pas à l'ouest de l'Ukraine que se passent les choses, c'est plutôt à l'est, 1500 kilomètres plus loin, vers les troupes russes, effectivement, du côté du Donbass. Mais je suppose que si jamais des troupes, qu'elles soient européennes quelconques, passaient par la Roumanie pour aller mettre un pied en Ukraine, eh bien, Monsieur Poutine prendrait tout ça comme un casus belli et répliquerait immédiatement et rapidement. Alors voilà, donc en tout cas, c'est la peur qu'on souhaite nous instiller, mais je pense que ça n'arrivera pas. Oui, Philippe, ça n'arrive pas parce qu'entre-temps, il y a eu Donald Trump et Donald Trump ne l'entend pas du tout de cette oreille. Voilà, évidemment, puisque faire sauter la planète, ça n'intéresse personne d'autre que ceux qui ont envie de faire sauter la planète. Ils sont quelques-uns et nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Voilà. Alors on peut peut-être passer au thème du jour, et effectivement, le progrès pour servir l'humanité. Alors le progrès, mais pas le progressisme. Parce que le progressisme, c'est un mot qui a été inventé par l'oligarchie pour faire croire justement aux gens, pour faire encore de l'inversion maçonnique, c'est-à-dire de faire croire aux gens qu'on va vers le progrès. Mais quand on regarde ce que fait l'oligarchie, notamment en France et même ailleurs, on s'aperçoit que leur but, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de mettre la population en esclavage, de les écraser sous une tonne d'impôts, sous une tonne de prêts bancaires, etc. Et aussi, quand on regarde le wokisme et la négation de la vraie et de la bonne histoire de nos peuples, on s'aperçoit que le but, c'est de rendre les gens ignorants, de ne pas leur faire connaître le passé glorieux, notamment de la démocratie à Athènes il y a 2500 ans, et surtout de faire des bons consommateurs peu intelligents, qui vont simplement être des esclaves sages et bien heureux dans leur propriété qui ne leur appartiendra plus. Donc voilà un peu le problème avec le mot progressisme. Le vrai progrès, ce n'est pas ça du tout. Jean-Pierre va demander la parole. Oui, vous m'entendez-vous, s'il vous plaît? Parfaitement. Très bien. Oui, excusez-moi, j'avais laissé le micro, mais je vais en profiter pour signifier que le progrès, il est là. On peut nous parler de tas de choses, de mots qui commencent par G, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Tout ça, c'est des gens qui s'excitent parce qu'ils savent qu'ils ont perdu le combat. Le combat, hein, battre avec, comme des chœurs à l'unisson. Le combat pour l'harmonie, pour la paix, pour la joie de vivre générale sur notre terre et dans l'univers. Donc, comme ils ont perdu, ils s'excitent. Laisserons-les troller par terre et la suite. Et puis quand ils auront fini, ils seront plus calmes. Merci. Absolument, absolument. Alors on peut reparler du progrès, puisqu'on a parlé du progressisme. Le progrès, c'était quelque chose, c'est un mot qui existe en France, qui est utilisé depuis Louis XIV à peu près, quoi. Le progrès, c'était surtout le progrès technique, et là en particulier le progrès technique des armes et des bateaux. Notamment la marine fournissait l'essentiel des progrès techniques, mais l'artillerie aussi. Et puis il y a eu d'autres progrès par la suite, la première révolution industrielle, bien sûr. Alors les gens, les ouvriers qui avaient l'habitude avant la Révolution française d'être protégés par les corporations, se sont vus du jour au lendemain fort dépourvus, et sans paraphraser qui que ce soit, lorsque la loi Le Chapelier fut venue. C'était la loi Le Chapelier leur a supprimé un ensemble de prérogatives à toutes ces corporations qui existaient depuis le Moyen-Âge et qui, à la suite qui n'ont pas été compatibles avec le passage à la République et à 1789. Puisque la loi Le Chapelier a supprimé purement et simplement ces avantages-là, qui étaient un progrès social qui datait du Moyen-Âge et qui devient du jour au lendemain un non-progrès social. Donc il n'y a pas que le progrès technologique, il y a le progrès social évidemment, puis il y a le progrès technique, et puis on va voir plein de choses. Alors, aujourd'hui, par exemple, on a des révélations, on fait des progrès dans la compréhension même du court terme, c'est-à-dire que hier on n'était pas capable de comprendre, aujourd'hui on est capable. Je pense notamment à tout ce qui concerne la santé, et en particulier tout ce qui nous a occupés et préoccupés pendant les 4 ou 5 dernières années, concernant évidemment le Covid-19 et tout ce qui tourne autour, la vaccination, l'enfermement, le muselage, etc., etc. Et là, on a affaire aujourd'hui à un monsieur qui s'appelle Robert Kennedy, qui rentre
comme je dirais un chien dans un jeu de quilles, pardonnez-moi, et qui dit quoi? Qui renverse tout, qui met un certain nombre de personnes qu'il juge responsables d'un certain nombre de choses qui ne sont pas arrivées alors qu'il avait été prévu qu'elles arrivent, par rapport à d'autres choses qui n'avaient pas du tout été prévues et qui sont arrivées, et notamment des effets secondaires tout à fait non souhaitables, et nombreux néanmoins. Donc, par rapport à toute la vaccination, bien entendu. Donc voilà, donc on revient sur ce même sujet qui a fait tant polémique et qui a presque conduit des gens en prison, j'exagère à peine, en tout cas des gens sur le trottoir, ça c'est sûr, puisqu'il y a des personnes qui ont perdu leur emploi en refusant de se faire vacciner, notamment, et que de ce faisant, bien ma foi, elles étaient bien enquiquinées pour vivre, hein, voilà, pour être tout à fait clair. Donc il y a eu des drames humains, il y a eu donc des tortures mentales, il y a donc eu des crimes contre l'humanité, parce que ça fait partie des crimes contre l'humanité, en tout cas en France, dans la loi française. Et donc, Monsieur Robert Kennedy, lui, fait à peu près la même chose. Et il dit à tout un tas de gens, vous avez fauté, vous avez pas su répondre, vous avez anticipé des choses qui n'existaient pas. Et il avance, et il avance, et il avance comme un bulldozer, tant et si bien que les gens de Big Pharma, hein, ceux qui sont à l'origine de tous ces produits, toutes ces solutions, ou prétendues solutions, eh bien, ils sont dos au mur et ils disent, mais attendez, monsieur Trump, vous nous aviez dit que ça allait bien se passer et c'est pas en train de bien se passer. Bah oui, ils se sont fait avoir, hein. Effectivement, ça se passe pas bien pour eux, hein. Par contre, la vérité, oui. Et il n'y a pas de progrès sans vérité. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que dès que la vérité éclate, à ce moment-là, on peut regarder des choses de plus haut, avec plus d'objectivité, plus de recul. Et là, on s'aperçoit qu'il s'est passé des choses bizarres quand même, hein. Donc voilà. Donc Monsieur Robert Kennedy, il est en train de les mettre à plat. Et il va forcément y avoir des enquêtes, il va forcément y avoir des procès, il va forcément y avoir des jugements et des sentences sur lesquels je n'anticipe pas. C'est pas notre rôle ici. Donc le progrès, il a aussi lieu de cette façon-là. Voilà ce que je voulais rajouter. Et puis on peut enchaîner si vous voulez, mais si personne d'autre ne veut prendre la parole. Donc de quoi peut-on parler dans le cadre du progrès? Oui. Oui. Je veux bien prendre la parole. Oui. Par rapport au mot progrès. Pro, ça veut dire avant, et gré, c'est aller de l'avant. Alors, dans certaines périodes, il y a des souvenirs qui reviennent, des souvenirs de guerre, des souvenirs de souffrance, de torture, aussi des souvenirs que certains SS ont été condamnés à mort froidement par des gens qui ont réfléchi, on va les tuer ceux-là. C'était une des conséquences catastrophiques de la guerre, c'est de tuer froidement quelqu'un après avoir mûrement réfléchi. Donc, il y a des souvenirs qui reviennent pour être guéris, pour être transmutés en quelque chose de plus joyeux. Et ces souvenirs sont un bon signe. Les souvenirs du confinement, qui peuvent rappeler aussi l'état d'urgence qu'ont vécu nos ancêtres, avec interdiction d'allumer les lumières la nuit, etc. Enfin, tout le monde a des ancêtres qui ont vécu ça. Ce ne sont que des souvenirs qui demandent guérison. Et dans l'instant présent, nous sommes tous des êtres vivants qui ne demandons qu'à vivre. Simplement qu'il y en a qui n'ont pas le mode d'emploi. Alors, c'est pas grave, parce qu'il y en a qui ont le mode d'emploi pour plusieurs, et on va leur apprendre comment vivre en paix, comment vivre heureux. Merci d'avoir entendu. Le progrès pour servir l'humanité, moi je me demande une chose sur le progrès, et notamment sur l'intelligence artificielle. Est-ce que celle-ci sera en capacité de servir l'humanité? Ah, alors ça, on peut répondre effectivement, mais moi je voulais déjà un petit peu rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre. Je passe ensuite la parole à Bruno, bien volontiers. Quel est le rôle du CNTSH en fait dans tout ça? Est-ce que c'est justement de nous annoncer les vérités pour qu'on puisse être plus lucides les uns et les autres par rapport à ce qui se passe? Qui détient la vérité? Qui est sûr d'avoir la vérité? Il y a plein de choses qui nous laissent penser qu'on nous ment, ça c'est sûr. De là à dire qu'on détient toute la vérité, il faut être un petit peu humble. Par contre, on a des schémas directeurs, des réflexes qui sont acquis avec le temps, et on a des bonnes raisons de penser que voilà, il se passe ça ou il se passe autre chose. Bon, des bonnes raisons de penser. Alors c'est pas forcément la vérité, mais c'est en tout cas l'intuition, et l'intuition, il faut également que nous la développions les uns et les autres. Le rôle du CNT, c'est d'informer, et ça n'est sûrement pas de relayer des spéculations. C'est de proposer des interprétations ou analyses, ou des analyses, hein. C'est nous armer d'outils juridiques pour l'après, tout simplement, et puis proposer un nouveau mode de gouvernement sur cette planète. Voilà quel est le rôle aujourd'hui, la mission du CNTSH, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire, et je passe la parole à Bruno. Alors Philippe, moi je voulais rajouter à ce que tu viens de dire que
de toute façon, le progrès, qu'il soit scientifique ou autre, il y a toujours deux faces, la face positive et la face négative. C'est-à-dire que l'électricité, c'est très utile pour s'éclairer, mais on peut aussi torturer quelqu'un avec. L'énergie nucléaire, c'est très bien pour produire de l'électricité, mais on peut aussi détruire des villes entières avec des bombes. Donc, au Conseil national de transition français-canal historique, lors de la transition, on a prévu une commission éthique qui sera là justement pour vérifier et pour contrôler que l'utilisation du progrès se fasse toujours pour le peuple et pas contre lui. Donc, à partir du moment où on comprend ça, eh bien, tout en découle automatiquement. Parce que c'est vrai que tous les progrès qu'on a pu avoir au niveau scientifique, on a bien vu que les armées s'en sont emparées et ça n'a pas toujours été bénéfique pour les peuples. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les progrès permettent au peuple de pouvoir améliorer sa vie, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement, de l'agriculture, etc. Donc, arrêter de se faire, je dirais, abîmer la santé par l'oligarchie et par les armées qui dépendent de cette oligarchie. Donc, à partir de là, le progrès scientifique peut être très utile à partir du moment où il va toujours dans le sens d'améliorer le bien-être du peuple. Alors, tout à fait, je voudrais rebondir, compléter un petit peu. Il y a des progrès qui ne servent pas l'humanité, et il y en a même qui le desservent. Et il y en a même qui l'emprisonnent. Et c'est pas au bout du monde, hein, c'est chez nous, partout sur la planète, c'est le téléphone et le PC, ou le Mac, pour ceux qui sont en Mac. Eh bien voilà, avec ces outils-là, on a l'impression d'avoir fait un progrès technologique de géant, alors qu'en fait, le seul progrès qu'on a fait, c'est l'intégration des composants. On a fait de plus en plus de calculs dans une surface de plus en plus petite. Voilà, ça c'est le progrès constant qui nous est livré régulièrement pour faire croire à des, comment dirais-je, à des évolutions technologiques, alors que tout ça a été prévu depuis 30, 40, 50 ans. Moi, j'ai connu la période où effectivement, il y avait des grands constructeurs informatiques qui, sur une puce de 2 par 2, 2 cm par 2 cm, nous disaient, avec ça, on va pouvoir fabriquer des supercalculateurs, etc. C'est l'équivalent de 10 salles d'ordinateurs dans un immeuble. Très bien. Bon, donc ça, le temps ayant passé, ces puces ont progressé, bien entendu, et leur dimension a diminué au fur et à mesure que leur puissance augmentait. Donc c'est pas un progrès, c'est des choses qu'on a vécues il y a 30, 40 ou 50 ans déjà. Là, à l'époque, c'était un progrès. Aujourd'hui, c'est une amélioration d'un système qui sert aujourd'hui à aller normalement servir les gens. Avec un PC, vous êtes servi. Avec un téléphone, vous êtes servi. Mais dans les faits, vous êtes asservi. C'est-à-dire que ce que vous croyez qu'autrefois qui arrivait dans votre boîte à lettres, eh bien, ça arrive désormais dans votre boîte mail. Et là, quand c'est dans votre boîte mail, on vous dit aujourd'hui, bah, c'est aussi officiel que si c'était dans votre boîte à lettres, et c'est aussi officiel que si c'était une lettre recommandée. Mince, je reçois 150 à 200 mails par jour, j'ai intérêt à pas me planter pour pas effacer le mauvais mail, quoi. Hein, voilà. Donc je suis asservi. Voilà. Même chose pour le téléphone, évidemment, où aujourd'hui, qui ne répond plus au téléphone est réputé mort, quoi. Quasiment. C'est-à-dire quand il répond pas, c'est qu'il est mort. Bah non, s'il répond pas, c'est qu'il est en train de jardiner, c'est qu'il est en train de se promener dans la forêt, mais pas qu'il est mort. Voilà. Alors qu'on est désormais asservi à notre téléphone, parce que si on répond pas tout de suite, eh bien, on va inquiéter un certain nombre de personnes. Donc, où est le progrès dans cette affaire-là? Il y en a pas. Par contre, là, si, il y en a un majeur pour les constructeurs, c'est qu'on passe de plus en plus de temps avec ces machines, en face de ces machines. Et ça, c'est de l'asservissement, ça n'est pas de la servitude. Ça n'est pas du service, je veux dire. Voilà, il y a d'autres exemples, évidemment, où le progrès n'est pas forcément génial. Alors, projetons-nous un petit peu, qu'est-ce qui serait un progrès, vraiment? Alors, on a cité aujourd'hui des cas, enfin, oui, aujourd'hui ou hier, des cas de progrès patents, comme par exemple la libération de l'attraction terrestre. J'allais dire l'antimatière. L'antigravitation. Qui nous permet de sortir sur le balcon et de continuer de marcher comme le coyote au bord de la falaise, vous savez, dans les dessins animés, là, il continue d'être en suspens dans l'air. On aurait ce type de phénomène, c'est-à-dire que on pourrait se balader, il y a des films chinois aussi qui montrent très bien ça, avec des sages qui ont atteint un niveau de conscience qui leur permettent d'être dans l'antigravitation et de se battre dans les arbres, etc. Bon. Évidemment, il y a une fantasmagorie derrière tout ça, mais il y a aussi une réalité passée, quoi. Et cette réalité passée, elle peut très bien devenir rapidement une réalité actuelle, et on sait déjà comment faire de l'antigravitation. Là, je n'invente rien. Hein. Après, la question, c'est qui en fait,
Dans quelles applications? Probablement militaires, évidemment. Qu'est-ce qui est connu à notre vue? Pour l'instant, rien du tout. Sauf le 14 juillet où M. Macron daigne nous faire montrer une sorte de monsieur en mobilette qui tourne en volant au-dessus de l'Arc de Triomphe et que personne n'a regardé. Le pauvre homme, j'espère qu'il va bien. Mais visiblement, il n'était pas très performant. Oui, Bruno. Alors Philippe, tu parlais il y a 2 secondes du passé, et Oui. justement, je dirais que le plus grand progrès, et c'est celui qui est préconisé, et qui est proposé, qui est mis en place par le CNPHTH, c'est le progrès politique pour arriver à un système de vie sociale qui sera la véritable démocratie, qui n'a jamais été appliqué depuis l'époque d'Athènes, il y a 2500 ans. Le plus grand progrès, ce sera ça, ce sera de permettre au peuple de se gouverner eux-mêmes et ne plus se laisser embobiner par ce qui a été mis en place depuis quelques siècles, c'est-à-dire la République, qui est une fausse démocratie, qui n'a rien de démocratique. Donc la vraie démocratie, où le peuple sera vraiment souverain, ça c'est le plus grand progrès qui peut arriver à la civilisation humaine, indépendamment de tous les progrès qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire les progrès scientifiques, les progrès culturaux, ou les progrès culturels et tout ça, mais la base de tout ça, c'est donc le système politique. Et le plus grand système politique, le plus avancé au monde, c'est la démocratie. Alors après, c'est l'interaction entre l'un et l'autre. Est-ce que c'est la démocratie qui crée le progrès ou est-ce que c'est le progrès qui crée la démocratie? Là, je pense qu'il y a une interaction évidente, c'est-à-dire que plus on aura de liberté individuelle, comme par exemple l'énergie libre et pas chère, voire gratuite, et l'antigravitation qu'on a cité, je vais garder ces 2 exemples. Rien qu'avec ces 2 exemples-là, on change la vie de tout le monde. Et on change notamment le rapport entre l'individu et l'État, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins besoin de l'État. D'abord parce que l'énergie, c'est l'État qui s'en occupe. Là, ça sera plus nécessaire. L'antigravitation, c'est les voyages, c'est pareil, c'est l'État qui s'en occupe dans les voyages intercontinentaux, qui gère les routes, qui gère les trafics aériens, etc. Il y en aura plus. Donc, on aura beaucoup moins besoin d'État. Donc, on aura automatiquement une démocratie qui va s'installer naturelle. Et pour laquelle il faut nous préparer. Effectivement, là, je suis complètement d'accord, évidemment. Voilà. Et qui dit plus d'État, dit plus des taxes, non plus. Plus de taxes, effectivement, oui. Et ce qu'on entend aujourd'hui concernant les tarifs douaniers sera considéré comme une galéjade dans pas longtemps, quoi. Alors, j'ai souvent entendu, dans des situations difficiles, le progrès et non la perfection. Alors, il faut savoir qu'on parle de perfection au sens où notre espèce humanoïde l'entend, sachant que tout est parfait dans l'univers, puisqu'il fonctionne, et que si c'était pas parfait, il fonctionnerait pas. Mais le progrès et non la perfection. Ça veut dire qu'on fait des petits pas dont on assure dont on scelle l'aboutissement. Et à la force de faire des petits pas, par exemple, le fait de renoncer à faire souffrir des gens, sous forme de récompense ou de punition, ça, c'est un progrès. C'est un petit pas pour l'humanité, mais c'est un réel progrès qui stabilise l'humanité dans un élan de bonheur, pour aller vers le bonheur. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre, et pour clôturer cette émission, j'ai une petite citation pour vous les amis, et pour vous qui nous regardez évidemment. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort que l'on doit renoncer à avoir raison. Merci à vous, La France Libre, prochaine édition dans 48 heures avec le Conseil national de transition français, Canal historique. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, et vous-même messieurs dames, prochain rendez-vous dans 48 heures. Bonne soirée, au revoir.